Nous sommes à proximité du col de la République, sur la commune de Laversane, au lieu-dit des Loges de Monteux. Ce site, éloigné des voies de communication, ne laisse pas transparaître la brutalité des actions sanglantes qui s'y sont déroulées il y a 80 ans. L'endroit est redevenu un lieu de quiétude, envahi par une végétation sauvage, désordonnée, depuis que l'homme a cessé de cultiver ses terrains. Des fermes en ruine attestent de la présence humaine passée, murailles désormais conquises par les ronces et genêts. Ce site a été marqué en juillet 1944 par des événements tragiques qui ont eu pour conséquence de voir décimer tout un groupe de combattants, de jeunes résistants en devenir, peu expérimentés, mal équipés. Ils se sont vus en moins d'une heure précipités vers une mort inévitable. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie. Un immense espoir surgit dans la population, surtout parmi les jeunes générations. Certains décident de prendre part à la libération du pays après 4 années de totalitarisme et de privation. Vichy et sa tutelle allemande vont chercher par tous les moyens à stopper les vagues de départ massives vers les maquis, y compris en menant des actions de terreur. Ce maquis se constitue après le débarquement allié de juin 1944. L'objectif est de renforcer, ici comme partout ailleurs en France, les moyens armés pour déstabiliser les forces d'occupation. Ces résistants sont armés par le groupe FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Ils sont pour la plupart issus de la vallée de l'Ondaine. Polonais ou proches de la communauté polonaise, ils travaillent dans les mines pour le compte de l'occupant. De ce fait, ils échappent au service du travail obligatoire. Ils ne sont donc pas appelés pour partir travailler en Allemagne. Mais leurs conditions de vie sont rudes, injustes et oppressantes dans un monde sans espoir, contrôlé par le régime de Vichy. Ces jeunes sont portés par un idéal de liberté qui va les conduire à abandonner du jour au lendemain leur travail pour venir imaginer et construire un monde nouveau. Des galeries de mines obscures et étouffantes, ils s'évadent en direction des pentes verdoyantes du Pilat pour adhérer à un projet collectif visant à chasser définitivement l'occupant allemand du sol national. Ce maquis est constitué de 20 individus, une seule jeune femme parmi eux. Le recrutement s'est réalisé par des contacts de proximité, parfois au gré des rencontres, essentiellement à partir de 3 villes, Larricamarie, Le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière. 80% des recrues sont des jeunes de moins de 25 ans. Seuls 3 Français font partie de ce groupe, dont l'unique rescapé du massacre. Les premiers faits d'armes du maquis des Loges de Monteux sont réalisés aux abords de la route nationale reliant Saint-Étienne à la vallée du Rhône. Dans les Grands Bois, à proximité du col de la République, le maquis échange ses premiers coups de feu lors du passage d'un camion militaire allemand. Dans ce premier combat, un maquisard se blesse. Un camion de livraison est réquisitionné après l'échauffourée. La victime est transportée pour se faire soigner à la pharmacie la plus proche, située à Saint-Genès-Malifaux. Un second fait d'armes aura une plus grande résonance. Le maquis attaque la résidence secondaire d'un Lyonnais, au lieu-dit du Châtelet, sur la commune de Saint-Régis-du-Coin.
Sa demeure est vidée. Denrées alimentaires, bouteilles d'alcool, café vert non torréfié et également du carburant. Selon les informations données par Pierre Rouby, le seul survivant du maquis, le groupe change régulièrement de lieu d'hébergement pour ne pas éveiller l'attention. On les voit quelques jours avant le drame s'installer dans une ferme au lieu dit Rio Clair, à moins de 2 km à vol d'oiseau de l'auberge du Grand-Bois. Leur dernier déplacement se fait vers le lieu-dit des Loges de Monteux, une clairière située sur la commune de La Versanne. Le maquis y séjourne 4 jours avant l'arrivée des Allemands venus les déloger. L'endroit est situé en hauteur, dissimulé par les bois et éloigné des voies de communication. La première habitation la plus proche, la ferme des Trois Dents, est située à 500 mètres environ de leur refuge. Le lieu dans lequel ils vont séjourner se trouve en limite d'une clairière. Ils ont forcé la porte d'une toute petite ferme abandonnée. Cette dernière ne dispose pas d'étage. Elle ne comporte qu'une seule pièce de vie de 20 mètres carrés tout au plus. Sur le côté gauche est attenante une ancienne écurie ayant pu accueillir au maximum 2 ou 3 vaches. Derrière la ferme, une grange est adossée à la maison. Depuis quelques semaines, les autorités allemandes collectent des signalements par l'entremise d'informateurs. En conséquence, les Allemands ont très vite jugé que ce groupe de maquisards nouvellement constitué, sans grande expérience militaire et relativement faiblement doté en armement. Ils envisagent de mener une opération d'éclat visant à neutraliser la totalité du groupe par la force pour bien marquer les esprits des habitants. L'opération est planifiée pour le 20 juillet 1944 à l'aube. Elle est dirigée par une unité régulière de l'armée allemande, accompagnée de quelques membres de la Gestapo, dont Bull, responsable de la structure stéphanoise. Aucun participant français de la milice ne prend part à cette attaque. Après avoir franchi le col de la République, la colonne allemande, constituée de 5 ou 6 camions, comportant une centaine de militaires, se dirige vers le lieu supposé de présence du maquis à proximité de l'auberge du Grand-Bois, au lieu dit Rio Clair. À cet endroit se trouve une ferme abandonnée. Leurs informations sont toutefois périmées, car depuis 4 jours, les membres du maquis ont déserté ce site au profit des Loges de Monteux. Le lieu est vide. En arrivant sur Rio Clair, les forces allemandes rencontrent 2 jeunes recrues, Joseph Gramatica et Joseph Grigorczyk, qui cherchent à rejoindre le maquis. Ils seront passés par les armes et seront les 2 premières victimes du massacre. N'ayant pas trouvé trace du maquis, les Allemands dynamitent la ferme de Rio Clair. Sur le chemin de retour, ils s'arrêtent à l'auberge du Grand-Bois. Ils tambourinent sur la porte d'entrée de l'auberge en criant « Levez-vous, police allemande !» Il est 5h30 du matin. Ils somment l'aubergiste Joseph Hérault de s'expliquer sur la présence de ces 2 maquisards porteurs d'armes qu'il déclare avoir tués sur place. Puis, il fouille de fond en comble l'hôtel à la recherche d'éventuels maquisards. Enfin, il demande sans succès à l'aubergiste de leur indiquer où se trouve le reste des membres du maquis. Une personne va jouer un rôle clé pour aider les Allemands à trouver les autres membres du maquis.
Il s'agit de Jean-Marie qui fait partie des GMR. Les groupes mobiles de réserve sont une force supplétive de police prévue à l'origine pour maintenir l'ordre en milieu urbain. Les GMR sont engagés à partir de l'automne 1943 aux côtés des forces de répression allemandes dans des opérations de lutte contre la résistance. Jean-Marie a 22 ans et vient de combattre, arme à la main, un maquis en Savoie. Sérieusement blessé, il bénéficie d'un congé de convalescence de 30 jours qu'il passe au sein de sa famille dans un café tenu par ses parents. Par un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, son jour de reprise est ce 20 juillet 1944. À 7 heures, il enfourche son vélo pour rejoindre sa caserne à Saint-Étienne. Il arrive à hauteur de l'auberge du Grand-Bois à 7h30. Il est stoppé net par les militaires allemands car il est en uniforme et porteur d'une arme. Après avoir expliqué avec véhémence à l'officier allemand qui l'interroge qu'il est du côté de Vichy et des forces d'occupation, il demande aux militaires en charge de l'opération de lui présenter une carte d'état-major pour lui désigner avec précision le lieu où se trouve actuellement le maquis. À 8 heures, les troupes allemandes, parfaitement informées, décident de mener l'attaque en constituant 2 colonnes pour prendre le maquis en tenaille. 2 personnes, sous la contrainte, vont les aider à débusquer le maquis. La première colonne, guidée par Joseph Hérault, s'engage à pied sur un chemin forestier débutant face à l'auberge du Grand-Bois pour attaquer par le nord. La seconde, conduite par Jean-Marie, descendra dans un premier temps sur 2 km le long de la route nationale en direction du hameau des Rouères. La seconde colonne gravit un chemin escarpé en zigzag à travers prés et débouche devant la ferme des Trois Dents. La colonne se scinde en 2. L'une fouille de fond en comble la ferme pour tenter de trouver d'éventuels maquisards. L'autre poursuit sa route pour se rapprocher au plus vite des loges de Monteux à la rencontre de la première colonne. Un feu nourri de mitraille est entendu par les témoins à compter de 9h30. Le combat très violent ne laisse aucune chance aux jeunes maquisards de pouvoir en échapper, compte tenu de l'effet de surprise et d'encerclement opéré par les Allemands. Aucun résistant n'est épargné. Les prisonniers sont achevés les uns après les autres. Sur les registres d'état civil de la mairie de la Versanne, on dénombre plus de 40 impacts de balles dans les têtes des résistants. Après le départ des Allemands, Pierre Rochouz, menuisier de profession et secrétaire de mairie, atteint la zone. Le maire étant parti tôt le matin sur Saint-Étienne, il le remplace. Il a le réflexe de porter à la main sur un croquis le lieu de découverte des corps. Les corps sont numérotés selon leur ordre de découverte. La position des 20 cadavres est répartie sur une surface de moins de 1 hectare autour de la ferme où le maquis a trouvé refuge. Ce sinistre inventaire va permettre de mieux comprendre le déroulé des faits. Le premier corps découvert est le plus éloigné du refuge. Il se trouve à 300 mètres plus au sud, à un carrefour stratégique. Tout laisse à penser que Stanislas Jankowski, 18 ans,
se trouvait en position de guetteur sur le chemin d'approche de la seconde colonne allemande, arrivant par le sud. Il porte des vêtements civils ainsi qu'un brassard tricolore qui affiche son patriotisme pour la France. Apercevant les Allemands, il cherche à regagner la ferme pour avertir ses camarades. Il reçoit 2 balles dans le dos et 3 dans la tête. Les tirs mortels subis ont certainement été entendus par ses camarades, signal du début du combat. Le deuxième corps est celui de François Zmuda, 41 ans, surnommé le petit chef par les paysans. Selon les témoins de l'époque, dans un premier temps, il est fait prisonnier des Allemands à proximité de la ferme. En sortant le dernier de celle-ci, en levant les bras, il fait croire un instant qu'il est prisonnier du maquis. Tentant une évasion désespérée, il est abattu après avoir traversé une partie de la prairie. Les troisième et quatrième corps sont respectivement ceux de Mieczysław Rodek, 34 ans, et de Teresa Zolkowska, tombés tous deux à 2 mètres de distance sur un chemin forestier en partant vers l'est. Sur le croquis sans nom de Pierre Rouchouz, le lieu de présence du corps de Teresa est explicite, puisque son cadavre est colorié en rouge. Selon les témoins de l'époque, les Allemands sont très surpris de la présence de cette jeune femme parmi les membres du maquis. Elle porte des vêtements d'homme. Ils notent sa hardiesse et sa détermination à combattre, mitraillant ses adversaires sur 100 mètres sans chercher à se rendre. Ultérieurement, dans la poche de son pantalon, on découvre un petit matériel de couture, un rappel à son métier d'origine. Le doigté, la dextérité de Teresa sont fracassés par la mitraille allemande. Des balles lui arrachent son pouce, son index et son majeur droit. Teresa n'avait que 17 ans et avait rejoint le maquis 1 mois auparavant. Les 4 corps suivants, retrouvés au nord à quelques mètres de la ferme et en bordure d'un bois de pin, sont ceux de Stanislas Pietrzak, 17 ans, Jan Suszynski, 19 ans, Mieczysław Stefaniak, 19 ans, et de Théodore Lopuzanski, 38 ans, dit le grand chef. Dans un premier temps, ils sont faits prisonniers, certains sont soignés, mais ils sont tous les 4 abattus d'une rafale de mitraillettes au moment où les Allemands quittent le terrain. On les découvre côte à côte, les mains attachées dans le dos. Le 9e corps est celui de Joseph Strauss, 20 ans, abattu dans les premières minutes du combat. Il se rase devant la porte d'entrée de la ferme. Il a seulement eu le temps de crier très fort « Les voilà !» avant de recevoir une décharge de fusil mitrailleur. Son corps est retrouvé plus tard, quand les villageois finissent de déblayer les pierres de la ferme qu'il avait complètement ensevelies après le dynamitage du refuge. Au final, 6 maquisards se rendent, sont brièvement interrogés, puis abattus sans état d'âme par les forces allemandes. Ceci est un crime de guerre, comme on a pu le constater ailleurs sur le territoire national lors de la débâcle de l'armée allemande. Il ne fallait laisser aucun résistant en vie et terroriser au maximum la population civile. Les 11 derniers cadavres du maquis sont regroupés au sud-ouest de la clairière, à proximité d'une écluse, sans que l'on sache pourquoi les Allemands les ont rassemblés ainsi. Vers 10h30, une forte déflagration est entendue partout à la ronde. Les Allemands viennent de dynamiter la ferme refuge 1 heure
après le début de l'assaut. Puis, ils réquisitionnent un char à bœufs auprès du paysan de la ferme la plus proche. Ils emmènent avec eux la totalité des armes et matériels en possession du maquis, dont des tentes de bivouac, un demi-veau, des stocks de nourriture, un tonnelet de rhum. Cette prise de butin opérée, ils quittent la zone de combat vers 11 heures. Après le départ définitif des Allemands, en début d'après-midi, Pierre Rouchouz, secrétaire de mairie, avec le renfort de plusieurs villageois, arrive aux loges de Monteux. Un travail éprouvant et morbide est entrepris pour dénombrer les victimes du massacre et tenter d'identifier les cadavres. En fin d'après-midi, un jeune rescapé de petite taille, Pierre Rouby, 23 ans, sort de sa cachette. Il a réussi à trouver refuge sous un énorme rocher masqué par des ronces situé à moins d'une centaine de mètres de la ferme. Par miracle, il a échappé au massacre sans avoir pu ouvrir le feu puisque le chargeur de sa mitraillette est dépourvu de munitions. Il participe tant bien que mal à l'identification des corps de ses camarades, dont il ne connaît que les surnoms de combat. L'identification des corps est rendue d'autant plus difficile que les Allemands les ont systématiquement dépouillés de leurs pièces d'identité et de leurs effets personnels. Les autorités locales sont dépitées face à ce drame incommensurable. En fin d'après-midi, elles improvisent un rassemblement des corps qui seront dans un premier temps placés à même le sol, sous des genêts et des bâches. Nous sommes en plein mois de juillet. La chaleur est intense et les 20 cadavres ne peuvent pas durablement rester allongés dans la clairière. Le lendemain, le maire de la Versanne, Joseph Chalayer, appelle la préfecture et tente d'obtenir une intervention. Cette dernière donne en réponse laconique « Nous ne pouvons, à regret, vous apporter aucune aide vu votre éloignement et les difficultés de déplacement. Faites pour le mieux avec vos propres moyens, inhumez les corps dans une fosse commune avec tout le respect et la décence dus aux morts. » En désespoir de cause, les villageois se résolvent donc à creuser une fosse commune à l'extrémité sud-est de la clairière. Les 20 corps y sont déposés et une couche de fougères et de terre recouvre la fosse. Lors de l'inhumation, le maire obtient la présence protocolaire de gendarmes pour rendre les honneurs, en présence du curé de la Versanne. Ce dernier aura ces paroles. « Je ne sais pas s'il y a des chrétiens parmi eux, mais je ne laisserai pas enterrer des hommes comme des chiens. » La terre ayant recouvert la fosse, une simple croix en bois est plantée en son milieu. 3 mois plus tard, en présence des familles, la fosse est relevée en vue de rechercher des éléments d'identification des victimes. Dans des conditions macabres, les corps sont déterrés un à un, inspectés avec minutie, puis déposés enfin dignement dans des cercueils. Puis ils sont enterrés à nouveau dans le cimetière de la Ricamarie. Le lendemain du massacre, la Gestapo interroge Jean-Marie à Saint-Étienne. Il arrive dans sa tenue de GMR et leur remet la mitraillette du survivant Pierre Rouby. Il leur précise que ce dernier s'est enfui. À cet instant, Pierre Rouby arrive dans la ferme des parents de Teresa, à proximité de la vallée du Cotatet. Il les informe de la fin tragique de leur fille. Le lendemain, la Gestapo intensifie ses opérations pour rechercher d'autres maquisards qui auraient pu leur échapper. La ferme des parents de Teresa, la seule femme de 17 ans tuée au maquis, est également visitée. Sans état d'âme, la Gestapo menace de faire dynamiter la ferme et de passer par les armes le père de Teresa, qui demeure prostré et effondré par la perte de sa fille 2 jours précédemment. Sans conteste, l'armée allemande est la seule responsable de ce carnage.
L'expédition, montée à la va-vite, avait comme unique but d'éradiquer la totalité du maquis. Pour quelle raison fallait-il liquider tous ces jeunes résistants et aller jusqu'à achever les blessés? Cette sauvagerie, ces crimes de guerre ne seront hélas jamais jugés. Jean-Marie semble en revanche plus directement impliqué pour avoir, sous la menace, donné des précisions utiles aux troupes allemandes qui peinent le 20 juillet à localiser le maquis. Selon le maire de la Versanne, Joseph Chaleillet, ce jeune de 22 ans est un grand bavard, un fanfaron. Il a pourtant combattu les maquis en Savoie et y a été sérieusement blessé à cette occasion. En juillet 1945, un an après le drame, Jean-Marie condamné par la Cour de justice aux travaux forcés à perpétuité, peine ramenée 2 ans plus tard à 20 ans. Il bénéficie ultérieurement des dispositions communes d'amnistie générale. Du côté des Allemands, des actions sont engagées après-guerre contre les militaires et membres de la Gestapo de Saint-Étienne, visant à dénoncer les crimes de guerre, dont ceux concernant le maquis de la Versanne. Aucune condamnation ne sera prononcée, les mis en cause ayant entre-temps été tués dans des actions militaires. En 1945, les 3 communes de Londaine décident d'ériger un monument commémoratif dans la clairière des Loges de Monteux. Une croix en granit est érigée à l'endroit même où ont été ensevelis provisoirement, durant 3 mois, les corps des maquisards. Sur le monument, des plaques en marbre sont apposées. Y sont gravés les noms des morts pour la France. 20 victimes trouvées sur le site des Loges de Monteux, 2 maquisards tués en début d'opération à Riauclard. L'inauguration du monument est réalisée en présence des officiels français et polonais, accompagnés d'une foule immense. Le lendemain de l'inauguration, les plaques de marbre sont brisées. Les auteurs ne seront jamais identifiés. Il est possible d'imaginer qu'ils voulaient protester contre les hommages rendus aux maquis. Bien entendu, les maquisards de la Versanne n'ont pas été toujours très corrects avec les habitants. Parfois, sous la menace, ils réquisitionnent des denrées alimentaires afin de pouvoir subsister. Ils disposent de moyens financiers limités, ne leur permettant pas d'acheter au prix du marché noir leur ration de vie quotidienne. À ce propos, une minorité de personnes ont cru voir dans le maquis de la Versanne un faux maquis, constitué uniquement de truands, ce qui bien entendu est une contre-vérité. Certes, les actions militaires de ce maquis sont restées en nombre limité, car ce groupe était en devenir, mal équipé en armes et avec une expérience au combat insuffisante. Quoi qu'il en soit, il symbolise un élan patriotique et un courage authentique pour avoir eu la volonté d'affronter avec détermination les troupes d'occupation en y laissant leur vie. 80 ans après ces tragiques événements, le lieu a retrouvé sa quiétude. Les témoins de l'époque encore en vie sont rares. Néanmoins, les familles des maquisards, les autorités des communes de la Versanne et des 3 villes de Londaine commémorent chaque année, en septembre, le sacrifice de ces jeunes gens. La commémoration suit désormais un parcours guidé. Comme le rappelle le premier panneau indicateur, placé en bordure de la route bleue, l'oubli est pire que la mort. Que ce documentaire puisse modestement contribuer à entretenir la flamme de ce souvenir tragique.